j'ai préparé. Ouais. Mhm. D'accord. Alors, juste un truc. Là, moi, je vois une personne, pardon, je connais pas ton prénom. Alors, c'est Inès ou Caro? Ouais, Caro? Caro. C'est ça. Et alors, par contre, je vois pas Inès. Ah merde, tu m'entends ou pas? Oui, oui, c'est bien toi, Inès? Oui, c'est moi. Ok, super, Mais, enchantée. mais Ah, tu me vois pas ou comment ça se passe? bah, je te vois pas. Ouais, je te vois pas à l'écran. Enfin, à la limite, c'est pas très grave, mais. Enfin, ouais, là, je vois Julien, je vois Caroline, mais je te vois pas toi. Mais bon, c'est pas grave, j'imagine, mais. En tout cas, je t'entends. Ok, parfait. Bah, du coup, on Est-ce commence? que je peux dire un petit mot et après Alors, ouais. Julien, du coup, tu fais la revue de presse alors? Parce que là, on Oui, t'a de je vais aller retour. vite. Ok, bah alors, Oui, on peut commencer le live alors. Donc, toi, tu commences par la revue de presse et oui, je après, suis on prêt. présente les invités. T'es prêt? Allez, Ok. go, 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 go. Bah, oui, oui, oui. Bon, alors, on commence? Oui, go. Ok. Bonjour à tous, je suis trop content de vous voir. Désolé pour le retard, on commence un peu en retard, mais je voulais remercier d'abord les gens à la technique, Benoît, Amel, Inès et Caroline qui vont participer et qui ont organisé ça. Voilà, tout le monde est très motivé. Moi, je vais pas pouvoir rester longtemps, mais l'idée qu'on avait avec Benoît, vous avez peut-être un peu déjà parlé de ça hier, Amel, c'était un peu d'apporter un regard différent sur ce virus, en tout cas un regard complémentaire. Je sais que c'est une période un peu difficile pour tout le monde, et je pense que justement, c'est dans ces moments-là qu'on a besoin un peu de ralentir. Donc, je sais que hier, vous avez lu un peu le communiqué qu'a fait le SNJMG, mais il y a eu plein de communiqués comme ça qui sont assez intéressants. Et je pense que ensemble, l'idée, c'est qu'on fasse collectivement une revue de presse où on aborde plein de thèmes. Donc, n'hésitez pas, vous aussi, vraiment, c'est participatif. Si vous avez, on a besoin de vous. Si vous avez des idées de thèmes à nous communiquer ou si vous voulez même intervenir, bah, nous, on est très contents. Et on sera très content, voilà, vous contacter moi sur Twitter ou on vous donnera peut-être une adresse mail. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que je sais qu'il y a beaucoup d'angoisse en ce moment et que, bah, étant donné que certains d'entre nous sont médecins, peut-être il y a une attente qu'on vous donne des trucs techniques. Bah, voilà, quoi faire si on est malade. Après, c'est pas trop l'idée de cette chaîne. Donc, je pense pas qu'on pourra vous donner des infos techniques. Je sais que c'est ce qu'on pourrait attendre. On pourrait dire, ouais, super, ils vont nous parler de ça. Bon, en fait, non. Ça va être plutôt une chaîne où on va parler des conséquences politiques et sociales. Et donc, bah, aujourd'hui, on avait commencé par la santé sexuelle. Voilà, je ne sais pas si Bebe, tu veux dire un mot. J'avais juste une petite revue de presse à faire et après, je vous laisse l'antenne libre à Inès de Pour une meuf, Amel et Caroline de Pour une meuf également. Bebe, tu veux dire quelque chose? Alors, est-ce que je peux juste vous montrer est-ce que je peux juste vous montrer un article qui m'a semblé intéressant? Ce sera ma petite chronique du jour. Ça prend 5 minutes et après, je vous laisse. Ça vous va? Oui, s'il te plaît. Alors, avant de laisser la parole aux femmes, non, mais sur un sujet qui est intéressant, il y a pas mal de conséquences en fait. On parle beaucoup du coronavirus, mais il faut aussi parler des conséquences qu'a ce virus sur bah, les soins normaux ou la vie normale. Et je trouve que la santé sexuelle, c'est quelque chose dont vous allez pouvoir nous parler à Pour une meuf qui travaille depuis longtemps. D'ailleurs, j'ouvre le site pour que vous le voyez. Est-ce que vous avez une vue sur mon écran? Oui. Oui. Alors, il faut que je parle plus fort, c'est ça? D'accord, mais pas de problème. En attendant, je vais un peu improviser. Avant de je vais juste vous expliquer un peu la tribune que je voulais vous lire. C'était juste c'est une tribune un peu polémique qui fait un peu controverse. Je voulais juste vous lire la tribune d'un médecin belge urgentiste à propos des applaudissements. Vous savez, à 20 heures, il y a les applaudissements. Je voulais juste, c'est très controversial. Je
pas comment on dit. Enfin, c'est une Controversé. opinion un peu controversée. C'est une opinion un peu tranchée. Il pousse un coup de gueule en fait contre ces applaudissements, ce qui est plutôt surprenant, mais il l'explique assez bien. Donc là, je la diffuse. Je ne sais pas si vous voyez, mais je vais essayer de vous lire en résumé. Il dit, en accent belge, il dit globalement, je ne supporte pas les gens qui applaudissent. Les hôpitaux n'ont pas attendu le Covid-19 pour être dans la galère, en surbooking permanent. Les services d'urgence n'ont pas attendu non plus d'être surchargés en manque de personnel dans des locaux vétustes. Voilà, c'est une honte totale. Je passe rapidement. Les gens qui font des pauses et des boulots stressants par manque de moyens ne meurent pas d'infection, ils meurent de leur boulot, aux cadences infernales, en perdant 10, 15, 20 ans d'espérance de vie. Donc, merci quand même pour vos applaudissements, dit-il, mais ça fait des années que le personnel hospitalier travaille dans des conditions de merde et se nique la santé en faisant son job du mieux possible. Donc, je m'excuse pour les gros mots, mais c'est comme ça. La prochaine fois que vous voyez des manifestations pour refinancer les soins de santé, soutenez-nous. Et quand vous retournerez glisser un bulletin dans l'urne, réfléchissez-y à 2 fois. Voilà, donc c'est Antoine Dumont, un médecin urgentiste de Liège, dont les propos ont été recueillis par Mathilde Dumont, co-signé avec Mathilde Dumont, et c'est dans Le Vif, journal belge, je crois. Voilà, donc je vous invite à la lire. Ça s'appelle « Je ne supporte pas les gens qui applaudissent les soignants ». Voilà, ça fait réfléchir, comme on dit, mais ça laisse un peu, ça laisse sceptique ces histoires d'applaudissements qui sont certainement très importants pour plein de soignants, mais il y a aussi quelque chose derrière à analyser. Je vous laisse méditer là-dessus. Je mets la page de Pour une meuf qui ont récemment changé leur site, qui est super bien. Je vous invite tous à aller voir. Il est très joli en plus. Et elles organisent plein de formations. Donc, c'est une association de soignantes contre le sexisme médical, mais peut-être je laisserai Inès t'en parler. Je suis désolé, je dois vous laisser. Mais je vous fais des gros bisous et je suis de tout cœur avec vous en ces moments difficiles. Bisous. Salut. Salut. Au revoir, Julien. Je voulais commencer par une présentation de nos deux invités. Inès et Caroline, du coup, Inès et Caroline, vous présenter et après présenter votre association Pour une meuf, s'il vous plaît. Vas-y, tu commences. Alors, je sais pas si vous me voyez. Je sais pas si vous me voyez ou vous me voyez toujours pas. Ouais. Alors du coup, je suis travailleur, mais ensuite je travaille pas parce que j'ai fait un master de la santé. Et je vais faire comme vous avez fait hier soir, me situer en termes de confinement. Du coup, moi, je suis à la campagne, dans un tout petit village de Lorraine, avec mon compagnon et mon petit garçon. Voilà. Et du coup, moi, j'ai demandé à Caroline Pour une meuf si elle voulait bien intervenir, parce que moi, je suis membre de l'association, mais vraiment pas, avec un niveau d'investissement beaucoup moindre qu'elle, qui fait partie du conseil d'administration. Voilà. Donc, Caroline, si tu veux Donc moi je suis sage-femme et donc je fais partie de Pour une meuf depuis le début. Donc Pour une meuf, c'est pour une médecine engagée, unie et féministe. Et voilà, on est une asso de soignants et soignantes féministes qui veulent lutter contre le sexisme dans le soin de façon générale, que ce soit celui qui s'exerce envers les patientes et patients, et puis celui qui s'exerce aussi entre professionnels de santé, envers les étudiants, étudiantes, etc. Voilà. J'ai cru comprendre que vous essayez aussi d'aborder des thématiques relativement notamment au racisme en santé. Je sais que vous aviez fait une formation avec le collectif afroféministe Moissy. Ouais, tout à fait. De façon générale, en fait, on essaye même si notre premier axe, du coup, c'est le sexisme, l'idée, c'est d'être conscient déjà nous, et puis de transmettre, du coup, une perspective intersectionnelle avec les autres oppressions qui ont un bon effet aussi sur les soins. Ok. Et alors moi, du coup, la première question que j'aurais à vous poser, c'est en cette période de pandémie, qui est celle que l'on vit actuellement, comment est-ce que l'association continue ses actions? Alors déjà, quel type d'action vous meniez
avant, si vous pouviez nous donner un petit éventail, et surtout maintenant, comment est-ce que vous parvenez ou ne parvenez pas à mener ces actions? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce que vous essayez de faire? Enfin, voilà. Après, dans nos activités importantes, il y a toute une activité de formation qui va être du coup pour des étudiants en santé ou du coup pour des professionnels de santé ou les deux, suivant les cas. Soit des formations qu'on fait nous-mêmes, soit justement comme on avait pu faire sur le racisme, comme on a fait du coup sur l'intersexuation, par exemple, pour les formations les plus récentes, où l'idée c'est de faire intervenir des personnes concernées d'associations qui sont militantes sur ces sujets-là. Et puis après, c'est voilà, on essaye de communiquer aussi. Donc bon, là, c'est vrai que forcément, en gros, comme tout le monde, on a été un petit peu pris au dépourvu. Donc sur les formations, là, tout de suite, tout est en suspens. On va réfléchir si ça doit durer, s'il y a moyen de... Pour relayer le fait que là, le premier coup de gueule qu'on avait envie de passer, même si voilà, on n'a pas encore publié de communiqué dans ce sens, mais c'est ça qui ressort dans nos premières conversations, c'est de souligner l'effet massif que cette crise elle a sur les femmes en premier lieu, quoi. Que ce soit sur les soignantes ou je veux dire, sur toutes les femmes dans la vie courante, quoi. Parce qu'on l'a tous constaté voilà, moi, du coup, je bosse du coup en hôpital. Et la moitié de mon activité, c'est de la planification familiale, donc d'organiser, de faire les consultations d'IVG. Et voilà, cette semaine, ça n'avait pas été pensé du coup dans les premiers plans d'action quand il a fallu s'organiser pour limiter les visites, pour limiter la circulation dans l'hôpital. Voilà, c'était une évidence que ça allait continuer, mais personne s'était spécialement demandé comment, quoi. Et que y a tout ça à essayer de mettre en place, et que rien que ça, déjà, ça va être ça complique terriblement l'accès à l'IVG. Ça complique l'accès à l'accouchement dans des conditions sereines aussi, puisque là, du coup, suivant les maternités, il y en a qui ont interdit complètement les accompagnants. D'autres maternités essayent, nous c'est ce qu'on fait en tout cas pour l'instant, d'avoir au moins l'accompagnant qui est présent en salle de naissance pour l'accouchement, mais pas dans les blocs opératoires. Donc déjà, si jamais il y a une césarienne ou un accouchement un peu plus techniqué, ça va trop. Et pour l'instant, on a interdit complètement les visites en maternité en suite de couche, quoi. Donc après, même s'ils sont là, l'accompagnant ou l'accompagnante est là pour l'accouchement, l'accompagnante est là pour l'accouchement. Après, les patientes, elles sont toutes seules dans le service. Après, les patientes, elles sont toutes seules dans le service 4 jours, pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours. En essayant, il y a les deux stratégies suivant les hôpitaux. Il y en a qui du coup vont garder les personnes plus longtemps pour être sûr que tout aille bien avant la sortie et qu'il n'y ait pas de suivi particulier derrière. Nous, on a plutôt essayé de miser sur les sorties précoces. Sauf que du coup, tout ce qui va autour, normalement, on a un agent qui vient mettre en contact les patientes avec les sages-femmes en libéral, et que ça fait partie des choses qui ont sauté avec le confinement. Et donc du coup, c'est les patientes qui se retrouvent à bricoler, et c'est comme d'habitude, c'est-à-dire que celles qui comprennent bien, celles qui parlent bien français, celles qui ont une sécu, c'est un mauvais moment à passer, mais l'un dans l'autre, elles vont pouvoir avoir un relais en ville. Et puis le problème, comme d'habitude, c'est les patientes qui parlent pas français, les patientes qui n'ont pas la sécu, les patientes qui n'ont pas d'hébergement, et que celles-là, elles vont être impactées encore plus fort. Super bien fait. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous parler de la manière dont cette situation de pandémie, comment est-ce qu'elle fragilise, puisqu'en fait l'article parlait plus de ça, comment est-ce qu'elle fragilise le droit à l'IVG? Parce qu'on a eu aussi le rejet d'un amendement relativement à ça. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ça? Maintenant, cette période de pandémie, quel est le droit à l'IVG dont disposent les personnes? Le droit, il est là en théorie, mais comme... En gros, c'était déjà sur les rails depuis longtemps. C'est une situation qu'on dénonce depuis longtemps et que les assos féministes, de façon générale, dénoncent. C'est-à-dire que même si ces dernières années, en théorie, la loi elle a été de plus en plus favorable à l'IVG, on a autorisé les sages-femmes à faire les IVG médicamenteuses, on a supprimé le délai de réflexion ou la notion de détresse dans la loi. Et pendant ce temps-là, on a fermé des centres. Pendant ce temps-là, on a laissé du coup le privé se désengager complètement des IVG. Donc c'est complètement reposé sur le public.
Et là, voilà, c'est pas nouveau, hein, mais forcément, en temps de crise, c'est encore ça qui passe. C'était déjà fragilisé, ça fragilise encore plus. C'est-à-dire que concrètement, le choix des méthodes, déjà, il va plus être garanti. Parce que les instructions, comme c'est de désengorger au maximum les hôpitaux et au sein des hôpitaux, les blocs opératoires et de libérer les anesthésistes, ça veut dire qu'au lieu de laisser le choix entre une IVG par médicament ou par aspiration sous anesthésie locale ou générale, les instructions générales, c'est de passer au maximum en IVG médicamenteuse à domicile, de passer au maximum sur des IVG sous anesthésie locale qui vont pas être celles qui auraient forcément été choisies s'il y avait eu vraiment la possibilité de choix côté patiente. Il y a le fait que ça va être compliqué pour beaucoup d'avoir accès aux premiers examens, c'est-à-dire qu'avant même d'avoir l'IVG, à un moment, il faut dater la grossesse, donc pour ça, il faut trouver un moyen de faire une échographie, sauf qu'il y a beaucoup de cabinets d'écho là qui ne fonctionnent pas ou qui fonctionnent très au ralenti, ou c'est pas forcément considéré comme des examens urgents. Il y a le problème de l'accès au labo. Là, nous, la question d'ailleurs, elle va se poser à l'hôpital. On essaye de les faire venir le moins possible à l'hôpital, de gérer un maximum de choses à distance, par mail ou par téléphone. On en revient sur, encore faut-il pouvoir parler, écrire le français. Puis il faut avoir su chercher l'info pour savoir à quel numéro, à quel mail écrire, vers qui se tourner. Et voilà, du coup, rien que le problème de la douleur, c'est un souci. C'est-à-dire que comme le premier antalgique qu'on donne normalement du coup pour une IVG médicamenteuse, c'est les anti-inflammatoires, et qu'il y a eu cette espèce de mouvement de panique totale de on donne plus du tout d'anti-inflammatoires, il y a des soignants qui assument que du coup ils donneront pas du tout d'anti-inflammatoires aux IVG même si elles présentent pas de symptômes infectieux. Ce que personnellement je trouve fort discutable parce que ça veut dire que ça va faire très mal. Donc si on peut éviter, c'est quand même bien, et que les gens sont capables de comprendre qu'on peut leur prescrire des anti-inflammatoires et ils ne les prennent pas si jamais elles ont des symptômes du coup d'infection, ce qui n'est pas la même chose que de dire on n'en prescrit plus du tout. Il y a la surveillance derrière, le suivi qui ne va pas pouvoir se faire correctement parce qu'on va passer sur beaucoup de téléconsultations. Sur le papier, c'est super. Encore faut-il que les gens, et encore une fois, décrochent le téléphone, puissent répondre, puissent s'isoler correctement. On ne sait absolument pas comment ça va se passer pour les mineurs, puisqu'il y a normalement 0 accompagnant avec les patientes en consultation. Mais pour les mineurs, cet accompagnement, il est obligatoire. Et puis, les mineurs qui sont confinés avec leurs parents, toutes les personnes en situation de violence, de façon générale, les femmes qui sont en situation de violence conjugale et qui sont confinées avec leur conjoint, elles vont faire comment pour venir discrètement à l'hôpital et faire discrètement leur IVG si en fait on les dirige vers une IVG médicamenteuse à domicile. Quand le domicile n'est pas un lieu sécure, ça va poser des problèmes, c'est clair. Donc, c'est d'autant plus grave que, moi justement dans mon entourage proche et sur les réseaux sociaux, je vois aussi pas mal de posts qui parlent de violences conjugales et les personnes qui sont victimes de violences conjugales, que ce soit les femmes et les enfants, se retrouvent dans une situation particulièrement grave. Est-ce que peut-être pour les personnes qui nous écoutent, puisque je sais que vous nous avez dit que vous travaillez en planning familial, est-ce que vous avez peut-être, en gros, quel recours est-ce qu'on peut recommander à ces personnes qui se retrouvent dans des situations de violence conjugale? Qu'est-ce qui existe là maintenant pour les aider? Alors les numéros d'urgence pour les violences familiales, il y a le 119 pour les violences faites sur les enfants, il y a le 3919 pour les violences faites sur les femmes qui continuent à fonctionner, et après localement à essayer d'orienter sur les différentes associations locales avec des dispositifs d'aide théoriques. Après tout ça, on ne sait pas qu'est-ce qui va continuer à fonctionner ou pas. Donc là, tout de suite, c'est sûr que ça manque un petit peu de visibilité. Mais en tout cas, les numéros officiels, ils restent en fonctionnement. Voire en théorie, normalement, les effectifs étaient supposés être renforcés pour tenir compte du fait que sur une période comme ça, il y allait forcément avoir une recrudescence. Ouais. Et concernant encore la situation des centres de planification, j'ai cru comprendre que en fait, dans les centres que les centres de planification ne disposaient pas de masques. Également aussi que beaucoup d'entre eux ont fermé. Quelle est la situation du coup par rapport à ces centres de planification qui, je le rappelle, donnaient quand même une information avec des personnes compétentes sur des questions liées à la sexualité et la contraception. Du coup, qu'est-ce qui a été aménagé ou pas, pour essayer de suppléer à ça? Les centres, il y a les centres de planification hospitaliers, du coup, ils restent ouverts. Les centres de planification de ville, que ce soit des structures associatives comme le Mouvement français pour le planning familial ou les structures liées à la PMI et organisées par département, ont fermé en partie, du coup, leur permanence physique. Et pour limiter la circulation des gens, et parce qu'effectivement, il n'y a pas eu toujours à disposition du matériel de protection nécessaire.
Après, il y a eu des plateformes téléphoniques qui ont été mises en place, et notamment du coup le mouvement français pour le planning familial, hein, qui garde son numéro vert accessible. Il y a également du coup le site IVG, j'ai les adresses, qui du coup est mis à jour pour permettre d'orienter au maximum. Sur la région parisienne, il y a eu du coup en interne aux hôpitaux la cellule d'urgence qui a été remise en place. C'est une cellule d'orientation qui fonctionne l'été d'habitude quand il y a des problèmes de fermeture de service et qui permet, voilà, c'est-à-dire qu'une personne qui appelle un centre de planning hospitalier à Paris, même si on n'a pas de place à lui proposer là, on va l'adresser à cette cellule qui va permettre de lui trouver une place sans qu'elle ait besoin, elle, d'appeler 15 hôpitaux avant de trouver une solution. Donc voilà, il y a des choses qui ont été mises en place en dématérialisant au maximum. Mais je sais que moi je travaille du coup sur voilà dans un quartier où du coup on a une bonne part de la population qui maîtrise pas les outils dématérialisés, et je sais pas du tout comment elles vont réussir à circuler, parce que d'habitude ces personnes-là on les recevait beaucoup en direct, c'était de l'accueil pour donner les rendez-vous, déjà les explications, enfin déblayer un petit peu le parcours. Là, à l'entrée de l'hôpital, elles vont être bloquées de plus en plus, elles vont se retrouver obligées de se justifier. Pour circuler dans la rue, on a déjà vu passer des histoires sur les réseaux sociaux de personnes qui se sont pris des amendes, ou en tout cas des remontrances par des policiers, parce que aller acheter un test de grossesse à la pharmacie, c'était pas une urgence vitale qui justifiait d'être dehors de chez soi. Donc forcément que des histoires comme ça, là, on les a pas encore, elles sont pas encore arrivées jusqu'à moi, donc j'en ai pas relayé auquel j'ai assisté, mais vu le contexte, c'est obligé en fait. C'est-à-dire que les personnes les plus contrôlées, c'est les personnes les plus fragiles, et c'est celles qui vont avoir du mal à se justifier, du mal à s'expliquer. Là, tout de suite, nous, on a constaté une grosse baisse d'activité parce que les gens ne viennent pas prendre rendez-vous, n'appellent pas, c'est vraiment très très restreint. Alors, dans l'un dans l'autre, c'était bien parce que ça nous a laissé le temps de nous organiser, mais la crainte que j'ai partagée avec d'autres collègues d'autres centres, c'est qu'en fait, probablement qu'il y a un effet en fait, où là, les femmes, elles sont en panique, elles se disent que du coup, elles attendent un peu, qu'elles vont voir si ça se calme, et que dans 2-3 semaines, tout le monde va se réveiller d'un coup, et que je sais pas comment on va gérer le flux. Donc, on va essayer de faire au mieux, mais c'est vrai que ça va être compliqué. À l'évidence, c'est compliqué. C'est déjà compliqué d'habitude. Il y a déjà beaucoup de rendez-vous, beaucoup de démarches préalables, et donc ça va pas aller en s'arrangeant, quoi. Ok. Et Inès, alors là, de ce que j'en ai compris, tu ne travailles plus, mais lorsque tu travaillais en tant qu'infirmière, du coup, quel regard toi tu as sur cette pandémie, et en quoi est-ce qu'elle risque de fragiliser la santé des femmes, la santé des personnes, parce qu'on n'a pas que parlé on a parlé des personnes racisées, des femmes, des personnes qui ont du mal avec la langue française. Quel regard toi tu portes sur cette pandémie ? Ah. Ok, d'accord. Bon, c'est pas grave. Ah, j'entends ? Non ? Ah non ? Ok, autant pour moi. On peut peut-être continuer du coup avec... Caroline, tu m'entends ? Oui. Ok, parce qu'en fait, je te voyais plus à l'écran, du coup, j'étais un petit peu perdue. Moi, j'avais aussi peut-être une question sur ce dont tu parlais, parce que en fait, c'est extrêmement grave ce dont tu parles, c'est qu'en fait, la santé des femmes est stigmatisée et encore plus est fragilisée par cette période de pandémie. Donc il y a des cas de verbalisation parce qu'elles vont acheter des tests de grossesse. Ouais, ça c'est une histoire que j'ai vu passer à plusieurs reprises. Je l'ai vu passer aussi du coup pour des achats de protection menstruelle, donc même catégorie, quoi. Après, c'est une application parmi plein d'autres C'était évident que c'était une idée à la con de permettre aux policiers de décider si le motif de sortie était valable ou pas, quoi. Enfin, je veux dire, c'était pas... Ouais. C'était évident que ce serait les mêmes que d'habitude qui allaient trinquer en premier, donc ça se vérifie, et à mon avis, on n'a pas fini de s'en rendre compte, quoi. Mais et puis... Ouais, il y a cet effet là où du coup avec la panique, les gens savent pas forcément où aller se renseigner, et il va y avoir, je suis à peu près persuadée qu'il va y avoir des retards de prise en charge, des retards de diagnostic, et que ça va amener du coup non seulement une certaine complication dans l'accès,
Et puis, il y a celles qui vont se retrouver à être hors délai, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a déjà eu une première demande. Là, ça, a priori, j'ai vu passer que ça avait été redemandé en question au gouvernement de la possibilité, au moins pour le temps de la pandémie, d'augmenter le délai d'accès à l'IVG. Parce que celles qui sont hors délai d'habitude, on parle d'à peu près, dans les estimations, 5000 personnes par an qui partent à l'étranger faire une IVG parce que hors délai en France. Donc, mine de rien, ça fait déjà des centaines de personnes sur la période de là, 2, 3, 4 mois qui nous attend et où ça va continuer à être le bazar. Il n'y a pas la possibilité de passer la frontière, en fait. Donc, elles n'ont aucune autre possibilité. Et le dispositif qui permet parfois d'en aider quelques-unes, c'est le dispositif d'interruption médicale de grossesse pour motif maternel, donc une détresse psychologique intense. Mais sauf qu'en fait, avec les maternités qui vont galérer aussi sur leur activité normale, ça m'étonnerait qu'on arrive à en faire sur cette période-là. Donc, faut pas se leurrer, il va y avoir là des grossesses non désirées qui vont être menées à terme tant bien que mal parce qu'elles n'auront pas eu accès au bon moment et aux bons endroits, quoi. Aux soins. D'autant plus qu'un certain nombre de structures de santé ont été fermées, de structures de santé qui étaient dans des quartiers ont dû être fermées parce qu'elles n'avaient pas nécessairement le matériel non plus. Donc ouais, c'est une situation qui doit faire beaucoup de mal à observer en tant que soignant, j'imagine. Toi, en termes de plan d'action, qu'est-ce que vous prévoyez pour les semaines à venir dans la structure dans laquelle tu travailles? On prévoit juste déjà de se battre pour rester ouvert et que les consultations restent accessibles et rester disponible au maximum. Là où c'est ultra fragile, ça l'était déjà avant, c'est-à-dire que très concrètement, moi, mon centre de planification, c'est un médecin, une sage-femme, une secrétaire. S'il y en a un de nous qui tombe malade, ce qui a quand même de fortes chances d'arriver à un moment ou à un autre, l'activité, s'il n'y en a pas la secrétaire, l'activité, elle ne pourra pas être maintenue. Et si elle a la secrétaire, mais que moi ou le médecin, on est en arrêt un moment, il n'y aura juste pas d'IVG pendant 1 semaine ou 2 semaines où on sera en arrêt, quoi. Donc, j'aimerais avoir la possibilité de faire des plans d'action sur le long terme, mais je sais que le plan d'action, ça va être chaque jour de m'assurer, de lutter pour que l'accès soit garanti, pour que les consultations elles puissent être faites, pour qu'il n'y ait pas du coup de décalage dans les blocs, qu'on considère, qu'il y ait de doute pour personne que c'est un soin urgent et qu'il faut continuer les programmations. Mais je n'ai pas du tout la sensation d'avoir une marge d'action qui est importante, quoi. Oui. Et moi, j'avais aussi un texte que j'avais lu sur le site Les Flux. Je voulais avoir ta réaction par rapport à ça, parce que je sais que vous, dans l'association Pour une Meuf, vous êtes très sensible à ces thématiques-là. Vous parlez notamment beaucoup de la question des discriminations en santé. Et alors moi, un texte, quelque chose que j'ai lu sur Les Flux, c'est que la prise en charge gynécologique et ou obstétricale est souvent misogyne, raciste, classiste, transphobe. Est-ce que tu penses que... Et c'est même pas que je l'ai lu, c'est que je l'ai aussi constaté. Et en quoi est-ce que tu penses que cette situation... est-ce que tu penses que cette situation peut exacerber des dynamiques qui existaient déjà, de prise en charge différenciée en fonction de ta classe sociale, ta racisation, ton niveau de maîtrise de la langue, etc. Et en gros, à ton avis, en quoi est-ce que cette période de pandémie, est-ce qu'elle risque d'accentuer ces schémas ou pas? Et en fait, à quoi est-ce qu'on a le droit en tant que personne quand on est un patient? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne... Peut-être parce que quand tu es infériorisé constamment aussi, tu connais pas nécessairement tes droits. À quoi est-ce que tu as le droit quand tu es face à ton médecin? Et quand tu es pris en charge de manière générale? De manière générale, on a le droit au respect de son intégrité physique, on a le droit à une information claire, loyale, complète, on a le droit au libre choix de ses soins. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des limitations, mais ces limitations, il faut qu'elles soient les mêmes pour tout le monde, quoi. Mais c'est... Voilà, après, c'est illusoire de penser qu'il n'y aura pas une différence entre celles qui vont être capables... Je t'entends plus... Ouais. Tu m'entends? Ouais, moi je suis toujours là. Je t'entends plus du tout. J'ai pas bougé. Alors, ouais, je t'entends pas. Est-ce que le 1, 2, 3, 1, 2, 3, tu m'entends? Ouais, je suis là. Ok, ouais, pardon, Alors, il y a eu un blanc et j'ai pas entendu ce que tu avais dit avant. Excuse-moi. Sur les droits auxquels tu as accès en tant que patient. Même si je tiens à dire, l'idée, c'est pas du tout de mettre en accusation tout le corps médical, loin de là.
mais juste en gros, on est en tant que patient, quels sont nos droits et qu'est-ce qui peut arriver aussi quand on est dans une structure médicale. Tout peut arriver quand on est dans une structure médicale parce qu'on est face à... Enfin, quand on est patiente déjà à la base, il y a du coup une hiérarchie entre le patient et le soignant. Il y a celui qui sait, il y a celui du coup qui a la possibilité de délivrer les médicaments, les arrêts de travail, les soins de façon générale, qui a l'information majoritairement. Donc déjà pour n'importe quel patient, patiente, il y a du coup une asymétrie. Et du coup, cette asymétrie, elle va se retrouver démultipliée si on n'a pas le bon vocabulaire, si on n'a pas la bonne langue. J'ai eu... Alors, ça a coupé à partir d'asymétrie. Je t'entends pas très bien. Tu bouges pas, hein, pourtant. Cette asymétrie, elle est forcément renforcée quand il n'y a pas les connaissances, quand il n'y a pas l'habilité sociale, quand il n'y a pas du coup le niveau de langue, le niveau de la langue tout court, le niveau de vocabulaire pour se défendre en face, quoi. Et la sensation surtout qu'on a le droit à une certaine qualité de soins. Donc, les droits, c'est les mêmes que d'habitude. Après, les faire appliquer, c'est déjà compliqué en temps normal. Et là, c'est sûr que l'argument massu, ça va être, non, mais vous comprenez, nous, on est face à un virus, nous, on est face à une épidémie, donc ça va être dur, ouais. Alors, pardon, je suis vraiment désolée. Il y a eu un petit problème à partir d'asymétrie. Je crois que le navigateur a rencontré une erreur. Alors, allô Benoît, tu nous entends? Je crois qu'il y a eu un problème au niveau du stream là, non? Parce que je vois votre navigateur a rencontré une erreur lors du décodage de la vidéo. D'accord, ok. Parce qu'en fait, il y avait un moment où j'entendais plus. Toi, tu m'as pas entendu. Il y avait un moment où ils m'ont entendu. Ouais, non, ça a complètement bugué lorsque tu me parlais, Caroline. Tu me parlais de l'asymétrie médecin-patient et après, j'entendais plus rien. Voilà, c'est l'asymétrie qui est de base pour tout le monde et qui est décuplée par toutes les autres discriminations qui rentrent en ligne de compte, quoi. Et quels sont les recours qui existent quand on est un patient et qu'on estime qu'il y a un comportement qui a été... en gros, qu'est-ce qui peut nous protéger? Alors, du coup, en théorie, le conseil de l'ordre du soignant, donc que ce soit le conseil de l'ordre des médecins, le conseil de l'ordre des sages-femmes, pour les soignants médicaux, auprès desquels on peut déposer un recours, une plainte, qui sera entendue ou pas, c'est-à-dire qu'après, c'est pas une justice d'une efficacité absolue, hein, soyons clairs. Après, il y a toujours la possibilité de déposer plainte aussi tout court, pas dans ce registre particulier de la justice corporatiste, mais du coup d'aller porter plainte comme pour n'importe quelle agression au commissariat. Et puis, après, quand c'est au sein d'un établissement de santé, il y a du coup une commission des usagers également vers laquelle il est possible de se tourner du coup pour déposer son recours et puis obtenir une remontée vers la hiérarchie, quoi. Ok, d'accord. Ok. Alors merci. Moi, pour le moment, je pense que j'ai pas d'autres questions. J'avais peut-être par rapport aux personnes qui étaient séropositives au VIH ou pour l'accès à l'information sur les IST. Donc pour l'information par rapport à ça, si on a besoin d'informations, si on a besoin d'aide pour l'accès aux soins, à qui est-ce qu'on peut s'adresser? Le numéro du planning familial, il est pour toutes ces problématiques-là. Donc ça, c'est vraiment un numéro vert qui marche sur toute la France, dont ils ont renforcé les effectifs pour compenser le fait qu'ils ont fermé une bonne partie de leur centre. Donc ça reste un relais. Et c'est le meilleur relais pour l'instant parce que les infos en ligne, le problème, c'est que là, on est tous dans une réorganisation complète. C'est-à-dire que là, je sais même pas, je retourne bosser demain et je sais pas qu'est-ce qui est resté ouvert depuis la semaine dernière, s'il y a d'autres centres qui ont fermé ou quoi. Donc en plus, c'est vrai que l'information, elle va être compliquée à pister parce qu'elle n'est pas en ligne. Donc déjà, même entre soignants, on a du mal à avoir accès à ces infos de qu'est-ce qui fonctionne pas. Et donc c'est vrai que passer par les lignes directes téléphoniques, c'est quand même un bon recours pour essayer de déblayer un petit peu plutôt que de risquer de se perdre sur les sites qui sont pas forcément à jour en fait par rapport à la situation concrète. Ok, merci.
je réfléchis aussi par rapport à ce que tu me dis et je pensais aussi à la revue de presse que nous avait fait Julien. Comment est-ce que tu penses quel est ton avis toi en tant que soignante et en tant que personne qui est dans une association pour une meuf, un collectif de soignants féministes, quel est ton avis sur la manière dont cette crise sanitaire a été gérée et voilà, comment est-ce que tu penses que ça a été géré et, avec les pieds? Voilà. Ça Pardon? a été géré avec les pieds. Je veux dire, ça a été pas géré, c'est-à-dire qu'il y a eu à la fois, il y a une mauvaise gestion sur des années et des années de recul. Je veux dire, avec un système de santé qui a été détricoté petit à petit et qui a été libéralisé et où du coup on a été vers minimiser les lits hospitaliers, minimiser du coup les contacts hospitaliers pour que tout se fasse en ambulatoire. Mais que en fait, et sincèrement, c'est assez terrifiant de l'intérieur. Là, je suis dans un hôpital et je sais pas, quelque part, peut-être c'était très naïf, mais même si j'étais déjà en colère de la façon dont tout était géré en termes de décision d'État, de ministères les uns après les autres, mais on avait quand même plus ou moins la sensation qu'il y avait des espèces de plans d'urgence qui étaient prêts et en fait, il y a pas de plan, il y a un plan d'urgence qui est très confus, mais où il y a pas de concret. C'est-à-dire que là, ce qui se passe, c'est que chaque service bricole comme il peut. Il y a le problème du matériel, mais par exemple, la rupture de la solution hydroalcoolique, moi, dans mon service, elle date d'avant la crise du Covid. On n'avait déjà pas assez de solutions hydroalcooliques dans certaines chambres, et ça fait déjà des mois que ça dure. Donc, a fortiori, sur une période où l'hygiène doit être renforcée, c'est ultra problématique. Les masques, les blouses, il y a tout qui manque. Il y a tout qui manque. Et quel type de réponse politique on vous faisait lorsque vous pointiez ces manques du doigt? Parce que de ce que j'ai cru comprendre, en fait, ces revendications, elles datent depuis bien avant, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est juste mis en lumière par cette nouvelle vague-là, mais enfin, globalement, c'était déjà le cas avant, quoi. On était déjà en flux tendu permanent, et donc, du coup, déjà un grain de sable pouvait tout foutre par terre, et là, c'est la plage entière qui nous tombe sur la gueule, et en fait, il n'y a plus rien qui roule, quoi. Et par rapport à ça, qu'est-ce que vous ressentez, puisque de ce que j'en ai cru comprendre, vous aviez plutôt du mépris lorsque vous faisiez valoir ces manques-là. Lorsque vous entendez par exemple à des hommes politiques, moi je pense à Macron et notamment à son allocution à la télé, lorsqu'il dit que oui, les soignants, nos soignants, etc. Alors, qu'est-ce que toi en tant que soignant tu ressens, et en tant que personne qui est dans une association féministe, qu'est-ce que tu ressens lorsque tu entends ce genre de déclaration d'hommes politiques qui par ailleurs manifestait du mépris par rapport à autre chose, quoi. Et puis le mépris, il est toujours là, puisque du coup, il y a des grandes phrases qui sont prononcées et entre les fois où on est vu comme des héros et le pire dans l'allocution, c'était quand même ce moment où on a parlé du patriotisme des soignants. Moi, je suis pas patriote, en fait. Moi, je suis soignante. Mais... je veux dire... Et je vois très bien, je veux dire, cette réaction aux applaudissements, l'article, moi, il m'a vachement parlé parce que c'est tellement ça. C'est-à-dire que les gens qui applaudissent individuellement, il y en a beaucoup d'entre eux qui ont voté, en fait, du coup, pour ce gouvernement. À un moment, le gouvernement, c'est pas une espèce d'entité qui est sortie de nulle part non plus. Les gens, ils ont voté pour, ils ont accepté, ils n'ont pas participé aux grèves, aux manifestations quand elles avaient lieu. Ils ont pas entendu. Et maintenant qu'ils ont peur pour leur cul, ils nous applaudissent. Mais il faut être clair, dès qu'ils auront arrêté d'avoir peur, on va continuer à dire « Ah oui, mais quand même, c'est feignant de fonctionnaires, etc. etc. » Je pense pas que les discours ils vont changer miraculeusement. Et puis, le pompon, c'était quand même la semaine dernière où les députés se sont mis à nous applaudir aussi à 20h à l'Assemblée nationale, alors que dans la journée, ils avaient refusé de débloquer les fonds d'urgence du coup pour l'hôpital. Donc à un moment, en fait, je m'en fous d'être une héroïne et on s'en fout tous d'être des héros, quoi. Je veux dire, il y en a sûrement quelques-uns vraiment qui doivent avoir leur ego qui est flatté, mais c'est quand même une ultra minorité. C'est pas ce que j'ai entendu, ni dans un milieu militant comme avec les gens de l'assaut, mais même dans les gens du quotidien à l'hôpital, qui par ailleurs sont pas forcément politisés. Mais là, tout de suite, ils voient bien quand même où est l'énormité de nous dire à quel point on est formidable en nous laissant travailler avec des masques qu'on doit faire nous-mêmes, quoi. À un moment, c'est juste... voilà. Donc ouais, moi je suis en colère et je pense qu'on est beaucoup à être en colère comme ça, quoi. Et en plus, qu'est-ce que... pardon, excuse-moi. Comme d'hab, c'est ce discours autour de la vocation, de tout c'est ce côté presque religieux de notre dévouement. Alors c'est là-dessus qu'on compte, en fait, c'est là-dessus que tout le monde compte, et c'est pas seulement le gouvernement, c'est aussi les gens tout court, quoi. C'est l'ensemble de la population qui compte sur le fait que, de toute façon, le job, on va le faire parce qu'on pas pourquoi on le fait, mais on le fait. Et des fois, on se demande un peu pourquoi, j'imagine.
avec ou sans moyens. Et du coup, ils choisissent la version sans moyens. Et après, pareil, dans les gros foutages de gueule, c'est d'avoir des membres du gouvernement qui ont le culot de dire que c'est parce que les médecins n'ont pas été assez clairs sur la dangerosité du virus. Non, c'est pas possible. Quoi. Enfin, je veux dire, tout a été fait dans le déni complet. Et après, ça devient l'excuse pour se mettre à déployer l'armée et la police dans les rues et décider qui a le droit de sortir, qui n'a pas le droit de sortir, alors que c'était pas ça le problème. Quoi. Pendant ce temps-là, du coup, il n'y a toujours pas de matériel dans les hôpitaux. Et tu as mentionné au début de la vidéo et par ailleurs au début de notre stream que c'était en fait les femmes qui étaient à l'avant dans cette crise-là, que c'était majoritairement des femmes qui étaient à l'hôpital pour les caisses, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur la manière dont en fait c'est les femmes qui subissent de plein fouet cette crise sanitaire? On a vu. Les femmes sont surreprésentées dans les métiers du soin à la personne au sens très large, parce que du coup, je veux dire, assurer le service de nettoyage en pleine épidémie, c'est aussi un service de soins, hein, soyons clairs. C'est elle qui s'occupe des enfants, c'est elle qui s'occupe des vieux, c'est elle qui s'occupe des malades, c'est elle qui s'occupe de la bouffe, c'est-à-dire à peu près tous les services de base. Et c'est ceux qui là continuent parce que ça c'est des activités indispensables. Et puis elle s'occupe des enfants à la maison aussi, c'est-à-dire que même celles qui se sont retrouvées à pas être directement dans des activités qui justifient qu'elles continuent à bosser, elles sont chez elles en télétravail plus ou moins. Qui c'est qui s'occupe des enfants pendant ce temps-là, c'est quand même encore les femmes. Et c'est les femmes qui se retrouvent dans les sorties gênées aussi parce que on est passé, bien sûr que, ok, les enfants, ils sont vecteurs du virus et c'est pour ça que c'était bien de fermer les écoles, mais dans celles que j'ai pas mentionnées explicitement, dans les difficultés qu'il va y avoir dans l'accès, que ce soit pour l'IVG ou les autres soins, elles font comment les mères qui sont seules avec leurs enfants? Et sachant que la majorité des familles monoparentales sont avec une femme, elles n'ont pas le droit de sortir avec les enfants dans la rue. Et ça, pareil, je les ai vues passer, les infos, où déjà certaines, elles se sont fait refouler des supermarchés. Quand elles vont venir dans le service avec leur enfant pour faire leur IVG, on n'a rien prévu pour gérer. On ne peut pas garder l'enfant et on n'est pas supposé accepter qu'il soit là. On va faire comment? Elles vont faire comment? Alors du coup, peut-être, parce que même moi je ne savais pas, du coup les femmes et enfants, ça passe pas. C'est quoi? C'est-à-dire que du coup, en théorie, je sais que du coup, il y a on n'est pas supposé se déplacer à plusieurs personnes. On n'est pas supposé, du coup, les enfants sont interdits dans beaucoup d'endroits, y compris là les hôpitaux, de façon stricte. Et pour l'instant, le cas ne s'est pas encore présenté, je ne sais pas. Il n'y a rien qui a été prévu, du coup, pour dire on va faire quoi quand il y a une femme qui va se présenter pour son suivi de grossesse ou pour son IVG ou pour son accouchement et qu'elle sera seule avec son gamin et qu'elle ne pourra pas le faire garder puisqu'en théorie, elle n'est pas supposée communiquer avec d'autres personnes adultes, être en contact direct. Il n'y a pas de solution concrète qui a été envisagée. Alors que les familles parentales, c'est pas une exception. Loin de là. Ouais, bien sûr. Moi, pour le coup, j'en fais partie. Et effectivement, je savais même pas que en fait, si t'es une femme toute seule avec ton enfant ou tes enfants, parce que voilà, t'es refusée, tu peux être refusée dans un hôpital ou même dans tout un tas de structures. Quel type de structure est-ce que dans lesquelles ça passerait pas en fait, le fait qu'il y ait une femme et ses enfants? L'hôpital sûr. Après, sur ce que j'ai vu passer pour l'accès au supermarché, normalement c'était illégal, mais enfin, c'est toujours pareil, c'est illégal. Mais enfin, quand il y a le vigile qui est en train de t'empêcher de rentrer avec ton gosse, tu vas pas lui jeter le gosse à la gueule en fait. Donc tu fais du tour. Et donc si t'es dans un quartier, si t'es à Paris et que t'as plusieurs supermarchés, tu vas juste faire 500 mètres de plus, donc multiplier les risques d'être contrôlé. Et puis si t'es plus éloigné, t'es juste dans la merde quoi. Ouais. Et je voulais peut-être un petit peu... Ouais. Parce que on est bientôt à court de temps. Il nous reste 7 minutes pour conclure. Ouais. Ok, ça marche. Moi, j'avais peut-être juste une dernière petite question sur la question des fonds d'urgence. Parce que, en fait, même moi, à titre personnel, j'avais pas vu passer cette information. Donc, les fonds d'urgence n'ont pas été débloqués. C'est sorti, c'est une information. Jeudi, si je dis pas de conneries, une proposition de déblocage de 6 milliards d'euros, ce qui est déjà un petit fonds d'urgence par rapport à ce qui a été proposé pour soutenir l'économie. Et du coup, il n'a pas été voté. Il n'a pas été voté ce fonds, mais par contre, on sait qu'il y a quand même, l'assistance publique et les hôpitaux de Paris, quand même la plus grosse structure française hospitalière, est en train de faire des appels aux dons
de faire des appels aux bénévoles. Alors non seulement ils demandent aux soignants de revenir, ceux qui bossent pas en ce moment, pour venir renforcer les équipes, mais en fait là on a des appels aux dons pour nous filer à bouffer. Parce que du coup, il y a plus de c'est tout con, mais les gens ils se tapent des gardes de 12 ou 14 heures et du coup, il y a plus de restauration sur place. Donc là, en fait, c'est ce que j'ai vu déjà un maintenant, l'hôpital fonctionne du coup sur la solidarité de gens qui ne devraient pas avoir à faire ça, quoi. Et on est ouvertement, c'est pas juste que les gens sont formidables et qui sont venus prêter main forte. C'est-à-dire qu'on a des hôpitaux qui font des appels. Là, j'ai vu passer tout à l'heure encore. C'est plus seulement les masques qui manquent, c'est les blouses. Donc on demande aux meufs qui sont confinées chez elles d'aller coudre des blouses lavables pour les hôpitaux. Voilà. Et donc encore une fois, bien sûr, on parle des couturières, hein, parce que bon, encore un truc de bonne femme, ça. Alors du coup là on approche les 20h. 20h c'est un rituel, c'est devenu un rituel, c'est que maintenant les gens applaudissent les soignants. Qu'est-ce que tu aimerais faire passer comme message à toutes ces personnes qui applaudissent? À ton avis, déjà toi en tant que soignante, qu'est-ce que tu penses de ça? Et qu'est-ce qu'on devrait retenir même après la fin de cette crise? Déjà là, au lieu d'applaudir, si du coup vous pouviez mettre des banderoles avec des slogans un peu plus politisés, hein, demander du fric pour l'hôpital public. Si déjà tout le monde se met à gueuler du fric pour l'hôpital public, ça aura plus de gueule. Ça aura peut-être un peu plus d'impact, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, ça me fera plus de bien d'entendre gueuler Macron démission ou du fric pour l'hôpital public que juste me faire applaudir. Et puis, le retenir pour après, en fait, s'en souvenir de cette trouille-là que les gens, ils ont pour eux, ils ont pour leurs proches, et que du coup, en fait, se rendre compte qu'on a besoin d'un hôpital qui est prêt à gérer des crises tout le temps, parce que c'est celle-là, ça aurait pu être autre chose, et il y en aura d'autres encore après. Retenir ça dans quelle société vous avez tous envie de vivre là, parce que là vous avez peur pour votre cul, mais en fait il faut penser à vous et à tout le monde, et en fait pensez-y après quand vous allez vous voir. Bon, moi je leur dis la révolution, mais en tout cas votez mieux, ce serait déjà bien, hein. Pensez à voter, ce sera déjà pas mal. Après pour la révolution, moi je suis partante, mais bon nous aussi je pense, hein, avec Benoît et toute la chaîne, on est parés, hein, on sera là, pas de problème. Merci beaucoup en tout cas, hein, Caroline, c'était super riche comme entretien. On aurait bien aimé entendre Inès aussi, mais il y a eu un petit problème technique. Peut-être tu veux dire un mot? Ah non, il est parti. Oui, Julien, il devait s'absenter. Il avait, tu sais qu'il est sollicité lui aussi, oui, en tant que soignant. Je crois qu'il travaille à Saint-Ouen. Mais vous n'avez pas vu. Ah, il est revenu, d'accord, ok, moi je le voyais pas. Je pensais qu'il devait repartir parce qu'il était à Saint-Ouen. Ok, d'accord, ça marche. Bon, rebonjour Julien. Il pense que vous gérez très bien. D'accord, ça marche. Non, mais merci, vraiment merci beaucoup Caroline, parce que c'était super riche comme échange. Je pense que, vraiment, c'est très précieux de t'entendre. Et merci de t'être rendu disponible pour ça. Et merci pour diffuser les infos, c'est cool aussi, hein. Ouais, c'est important parce que déjà, on a beaucoup d'admiration pour ce que vous faites à Pour une meuf, et puis même d'avoir vos avis à vous sur cette crise sanitaire. Et voilà, merci infiniment. Et, avec plaisir. Peut-être que du coup, on peut, à l'occasion là, des applaudissements du coup qui vont avoir lieu dans 1 minute maintenant. Pensez à des slogans. Déjà dès maintenant conclure sur des nouveaux slogans. Amel, après avoir entendu du coup ce témoignage, ces retours de Caroline, à quoi tu peux penser comme slogan? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Alors moi, il y en a 2 que j'ai beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé Make the rich pay for Covid-19. Faisons payer les riches pour le Covid-19. Ça, j'aime bien. Et après, j'aime bien le bon vieux Macron démission. Mais c'est une préférence personnelle. Mais... Et toi, Caroline, voilà. C'est quoi tes préférés? Le fric pour l'hôpital public, je trouve que ça sonne bien. C'est simple, c'est efficace. Ça donne moins, parce que dans le Macron démission, je l'aime bien aussi, mais ça oblige les gens à s'engager politiquement. Du fric, c'est une première étape. Je me dis peut-être c'est plus facile à faire passer en premier, mais bon. Alors on part pour du fric pour l'hôpital public. Alors. Je crois que ça me semble bien. Moi je garde celui-là.
Ok. Eh ben, merci beaucoup Amel, merci beaucoup Caroline, merci Julien, merci Merci, Inès, merci à vous. et puis merci aux Merci. gens qui nous ont regardés. On revient demain pour une nouvelle revue de presse et on aura d'autres invités. Je ne sais pas s'il y en aura demain, mais en tout cas, il y en aura à d'autres moments de la semaine. Merci beaucoup. On va se Merci. quitter sur les applaudissements. Et les nouvelles recommandations mises en place immédiatement. Macron, démission! Macron, démission! Non, c'était du fric pour l'hôpital public, du coup. pour l'hôpital public! On parle là-dessus. Make the pay rich for Covid! Merci beaucoup tout le monde. À bientôt. Merci. Au revoir. Ciao. À très bientôt. Merci d'être resté.